Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode focus aujourd'hui sur le cannabis thérapeutique. On fait ça aujourd'hui avec le docteur Anne-Philippe. Bonjour Anne, merci d'être ici. Bonjour Maxime. Vous êtes responsable du centre d'évaluation et du traitement de la douleur adulte du CHU de Bordeaux, Pellegrin. Alors pour débuter, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le cannabis thérapeutique ? Bien sûr, alors je vais essayer d'être relativement claire sur un sujet qui n'est pas forcément si simple que ça, qui est sujet à controverse, sujet parfois polémique, et je vais essayer avec toi Maxime de rendre les choses un petit peu plus claires pour tous ceux qui nous écouteront. Alors déjà, pour dire quand même que l'utilisation du thérapeutique du cannabis, c'est pas une affaire nouvelle de 2022 ou de 2024. Pendant de nombreux millénaires, on a utilisé le cannabis sans trop savoir évidemment ce qu'on faisait pour diverses maladies, la constipation, les douleurs. Et puis, plus récemment, on a utilisé le cannabis pour d'autres pathologies, en particulier sur le plan psychologique, la dépression, l'anxiété. Il se dit même que la reine Victoria l'utilisait pour soulager ses maux de règles. Donc, c'était globalement, c'est pas quelque chose de très, très, très nouveau. D'accord. Et puis, depuis une dizaine d'années, même peut-être un peu plus, c'est vrai qu'il y a une pression globale, sociétale, sur l'utilisation du cannabis pour des vertus thérapeutiques qui existent certes, mais qui sont pas forcément si simples que ça à décrypter. Alors thérapeutique, c'est hyper large. Voilà, alors thérapeutique, c'est quelque chose d'hyper large. Les connaissances médicales progressent et en particulier, on a découvert le fait que nous possédons en nous un système endocannabinoïde, c'est-à-dire c'est un système qu'on a en nous de récepteurs et qu'on n'avait jamais jusque-là mis en évidence, sur lequel se fixent certaines substances contenues dans les fleurs de cannabis. Ce qui pourrait expliquer que ces fleurs de cannabis, sur lesquelles on va revenir, auraient une action sur la modulation de certaines fonctions physiologiques altérées par certaines maladies. Le sommeil, l'anxiété, la douleur, par exemple. Okay. Et c'est la découverte finalement de ces systèmes-là, qui d'ailleurs n'est pas forcément complètement très éclairci aujourd'hui, qui a permis d'avancer dans la stratégie thérapeutique dont nous parlons aujourd'hui. D'accord. Donc, côté cannabis, il y a deux types de molécules, THC et CBD. Donc, le cannabis est une plante qui a des propriétés intéressantes, voilà. Et dans cette plante, il y a plusieurs substances qu'on appelle des phytocannabinoïdes, c'est-à-dire des substances qui, phyto, ça veut dire de la plante, et les plus intéressantes, en tout cas sur le plan clinique, thérapeutique, sont le THC et le CBD, que tout le monde, j'imagine, connaît plus ou moins et dont tout le monde a entendu parler. Dans le cannabis thérapeutique, on va utiliser l'une des deux en priorité ? On utilise les deux, en tout cas dans ce que je traite moi, c'est-à-dire les douleurs neuropathiques, et on va y revenir, avec évidemment des différences entre les deux substances en termes d'efficacité. Le CBD a moins de risques sur le plan psychoactif, c'est-à-dire psychologique, des effets psychologiques, les effets en particulier de dépendance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une libération de son utilisation avec possibilité d'acheter ces substances en ville. Il aurait un intérêt en particulier sur l'anxiété, sur le sommeil. Le THC, par contre, vous le savez, c'est la substance qui est interdite d'usage. Tétrahydrocannabidol. C'est ça, qui est la plus psychoactive. C'est l'effet le plus recherché dans l'utilisation récréative, festive, mais c'est aussi celle qui a un risque de dépendance plus important. Par contre, il semble, et en tout cas c'est ce que moi je vois en pratique courante, c'est celui
la substance qui a le plus d'effet sur la douleur. D'accord. Donc on va parler justement de la douleur, mais est-ce que le cannabis est utilisé en ce moment de façon officielle sur un traitement Alors, on a effectivement la possibilité, dans certains cas extrêmement précis, et je tiens à le dire pour que on n'ait pas toute la population qui vienne nous voir pour pouvoir bénéficier de ces traitements. En douleur, on est vraiment dans l'indication pure de la douleur neuropathique rebelle à toute autre prise en charge habituellement classique utilisée. Une douleur neuropathique égale type électricité, plein de choses. Ce sont des douleurs qui sont liées à des lésions du système neurologique au sens très large du terme. Ce sont des douleurs extrêmement spécifiques qui, comme tu l'as dit, sont décrites par les patients comme des brûlures, fourmis, décharges électriques, engourdissements, picotements, sensations désagréables au toucher, parfois perte de sensibilité. Il y a de nombreuses maladies qui peuvent donner ce type de douleur. Alors, c'est par atteinte de lésions neurologiques, donc soit au niveau cérébral, soit au niveau de la moelle épinière, soit des lésions périphériques, c'est par atteinte des terminaisons nerveuses, plutôt des extrémités. Okay. Pour essayer que nos amis comprennent un peu mieux comment ça se passe, et la neuropathie du diabète. Le zona est une maladie qui donne des douleurs neuropathiques, des lésions du système nerveux central, malheureusement des séquelles d'accidents vasculaires, ça peut être des lésions de la moelle épinière par accident ou pour toute autre raison qui vont donner ces tableaux très spécifiques. Donc si je comprends bien, excusez-moi, c'est pas des pathologies en particulier pour lesquelles le cannabis thérapeutique est indiqué, mais un type de douleur. Mmh. Attention, on ne traite pas avec le cannabis thérapeutique une maladie, tu viens parfaitement de le dire, mais les douleurs qui résultent de cette pathologie. Mmh. Donc, c'est un traitement du symptôme. D'accord. À savoir quand même qu'on avait déjà des formes de cannabis utilisées, commercialisées, mais qu'on pouvait avoir de façon exceptionnelle grâce à une autorisation de l'Agence nationale du médicament. D'accord. Dans l'épilepsie rebelle et dans la douleur neuropathique rebelle. Ok. Et ça, c'était encadré ? Oui. Ok. Avec un format d'études cliniques ou c'était autorisé ? Non, on peut utiliser le produit en demandant une autorisation à l'Agence nationale du médicament qui le fournit à la pharmacie hospitalière qui peut par la suite le délivrer aux patients. D'accord. On va discuter peut-être tout à l'heure de la façon dont on prescrit ou non du cannabis. Est-ce qu'il y a une étude en cours pour essayer de cadrer et de savoir comment on peut... Alors, plus qu'une étude, c'est une expérimentation selon les termes qui ont été choisis par l'Agence nationale du médicament. Cette expérimentation qui est actuellement en cours pour les patients inclus, mais on ne peut plus à ce jour inclure de nouveaux patients, depuis plusieurs années, nous permettait de prescrire à des patients relevant évidemment de cette indication du cannabis, CBD, THC ou mélange. L'intérêt de cette expérimentation était multiple. La première, la principale, voulue par le législateur, c'était de pouvoir voir si le cannabis, la facilité de prescription et la facilité de distribution par les pharmacies hospitalière ou libérale et la facilité du relais par les médecins traitants de ces prescriptions. Il y avait une ambition de vouloir donner la main aux médecins traitants ? La main, en tout cas, dans le renouvellement des traitements. Ça nécessitait une formation qui a été un petit peu allégée, mais qui, en gros, sous un format de e-learning et qui permettait à tous les médecins et pharmaciens qui souhaitaient et qui acceptaient d'accompagner des patients avec ces traitements, d'être formés bien sûr sur le traitement, ses avantages, ses inconvénients, les effets secondaires, la surveillance et les modalités de prescription. Ça, c'était évidemment l'objectif principal de l'étude. L'objectif secondaire, évidemment, c'est de voir est-ce qu'il y a une implication des professionnels de santé, la première chose, et puis bien évidemment une étude clinique sur
Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Combien de patients sont encore dans l'étude? Combien n'y sont plus? Et qu'on voit un petit peu quel intérêt le produit peut avoir, les produits peuvent avoir à une dimension importante. D'accord. Étude nationale? Nationale. Ok. On est à combien de temps du début de l'étude? Si mes souvenirs sont bons, on est à 4 ans au 4 moins. ans, ok. À savoir tout de même que actuellement l'étude est en pause, c'est-à-dire que bien sûr les patients sous traitement continuent à avoir leur test traitement et on continue à les accompagner. Il n'y a pas de nouvelle inclusion depuis le mois de mars 2024. En attendant, je l'espère à titre personnel, que l'on puisse ouvrir ou réouvrir la porte à ce type de traitement dans des conditions qui doivent de toute façon rester encadrées. On n'a pas évidemment les résultats. Qu'est-ce qui se dégage grossièrement? Alors grossièrement, on peut dire, en tout cas de notre expérience, j'aurais tendance à dire que c'est un traitement qui rend service à certains patients, qui rend service sur les douleurs neuropathiques. Alors ça ne les supprime pas, mais ça leur permet d'avoir quand même un confort de vie supérieur. Je dirais en gros, c'est tout à fait un tiers des patients qui se trouvent améliorés. Il y a des patients qui malheureusement ont dû arrêter le traitement pour des effets secondaires, digestifs, des effets psychotropes, de l'anxiété, de la dépression, et puis un bon volume de patients aussi qui n'ont trouvé aucun intérêt à ce traitement. D'accord. Il était introduit en première ligne ou c'était déjà des patients recrutés après des échecs? Alors, c'était et ça doit rester des patients qui sont en échec de traitements initiaux bien conduits, classiques, ou qui ont développé des effets secondaires à l'ensemble des traitements qui leur avaient été proposés. Très clairement, je ne sais pas si c'est la conclusion du propos, mais moi je pense que c'est un outil dans l'arsenal thérapeutique. Ça doit rester un outil, ça ne doit pas être une fin en soi, et ça doit être inclus dans une prise en charge pluriprofessionnelle, pluridimensionnelle, avec un accompagnement de la douleur par les médicaments, par des techniques éventuelles, mais aussi un accompagnement sur le plan psycho-émotionnel qui permettent globalement aux patients de retrouver une meilleure qualité de vie. Mais malheureusement, ce n'est pas un traitement magique qui va permettre de faire supprimer toutes les douleurs. On n'a pas parlé des contre-indications. Alors, les contre-indications principales sont évidemment les antécédents d'addiction à ce produit. On est extrêmement prudent. Alors, ça ne veut pas dire que on peut pas priver certains patients du traitement, mais ça, à ce moment-là, ça nécessite, à mon sens, un accompagnement à la fois par un médecin addictologue et par le médecin de la douleur qui prescrit initialement. Ce sont des pathologies cardiovasculaires récentes, décompensées, et ce sont les troubles psychiatriques sévères. Évidemment, dans les contre-indications, l'insuffisance rénale ou hépatique sévère, et bien évidemment la grossesse ou l'allaitement, qui doivent être, sont les principales contre-indications à l'utilisation de ces produits. D'accord. Il y a des effets secondaires, j'en ai parlé tout à l'heure, qui ne sont pas négligeables. On est aussi amené, c'est important de le dire, à faire une titration des produits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on commence par des doses faibles et on augmente très progressivement les traitements jusqu'à ce qu'on trouve, c'est toujours la même réflexion, le meilleur compromis entre l'intérêt du produit et les effets secondaires éventuels. Quelle est la voie de l'administration au final ? Alors, il y a 2 voies d'administration. Il y avait 2 voies d'administration puisqu'actuellement on n'en a plus qu'une. C'est une voie d'administration orale. Ce sont des huiles, de l'huile avec des mélanges de CBD, de THC à des concentrations variables que l'on détermine. Ouais, vous les déterminez comment d'ailleurs ? Alors, il nous est proposé de commencer d'abord par du CBD et on rajoute ensuite du THC secondairement. Et puis, on a, je ne sais pas si on aura, mais en tout cas, on avait des formes à vaporiser, vraiment, des feuilles séchées à vaporiser. C'est pas la même mode d'administration que le tabac, qui a fumé, c'est 2 choses différentes, à vaporiser pour les pics douloureux. D'accord. Voilà. Donc, 2 types de présentations douloureuses et 2 posologies différentes et voies d'administration différentes. Beaucoup de posologies différentes, oui. Plusieurs produits. On a du CBD seul, du THC seul, des mélanges, et on peut vraiment
très finement ajuster les posologies pour nos patients. Et l'étude vise aussi à ça, à essayer de trouver le mélange efficace et la façon dont on introduit ce traitement? Alors là, je pense que compte tenu du mode d'action des produits, des récepteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, je crains fortement quand même qu'on n'ait pas une posologie unique pour telle ou telle indication. Telle indication. On le voit bien avec les autres traitements dont on dispose et que Maxime, tu utilises toi aussi, comme par exemple les traitements antiépileptiques. On ne sait jamais en prescrivant un quelle posologie va être utile au patient sans effet secondaire. C'est toujours très difficile à prévoir. D'accord. Bon, sans faire de débat sociétal, philosophique ou je ne sais quoi, quel va être ou quel sera, si un jour ça allait, l'intérêt d'une légalisation du cannabis dans cette prise en charge thérapeutique? Alors, qu'on soit clair sur le mot légalisation, je ne suis pas en train de faire un débat sur la légalisation du cannabis dans la population générale. C'est pas mon propos aujourd'hui. Ce que je pense, moi, personnellement, sur le plan médical et dans l'indication qui est celle que je connais, puisque c'est la douleur neuropathique rebelle, pour mémoire, il y a d'autres indications. Il y avait l'épilepsie rebelle sévère. Il y avait le traitement du confort du patient en soins palliatifs. Et il y avait aussi la spasticité des patients ayant des scléroses en plaques. Ce que je pense, en tout cas pour notre indication, c'est que va y avoir en 2025 probablement une nouvelle façon de prescrire qui sera probablement réglementée avec des produits qui vont être mis sur le marché. On sera plus dans une phase expérimentale. Je pense quand même que ces produits vont être ouverts avec évidemment un respect bien sûr des bonnes règles de prescription, une évaluation rigoureuse probablement par les centres de traitement de la douleur et ou neurologues de nos patients pour leur permettre d'avoir accès. En tout cas, c'est ce que je pense. On est en train de parler de l'AMM, autorisation de mise sur le marché en tant que traitement, et non pas de légalisation à usage en autonomie de la part des patients qui prendraient ça. Donc, comme c'est un traitement, et comme tous les autres traitements, il faut que ça soit que ça passe par les autorités de santé. Voilà. Ok. On n'a pas évoqué le futur du cannabis thérapeutique. Donc 2025, vous avez dit probablement une introduction de la thérapeutique. Enfin, je pense. Et probablement un jour le cannabis thérapeutique qui sera enseigné aux étudiants en médecine pour savoir le manipuler. Cela dit, ça reste quand même une niche. Ça touche globalement assez peu de patients. L'année dernière, donc sur 2 ans d'utilisation, j'avais en gros 35 patients inclus. Okay. Sur le nombre de patients qu'on a en file active dans le service, c'est extrêmement peu. On a d'autres techniques sur lesquelles on va pas s'étendre aujourd'hui et qu'on utilise en amont. Cela dit, on a peu de patients certes, mais ceux qui sont encore en cours de traitement, et c'est notre rôle d'y être vigilant, ils trouvent un intérêt et une amélioration de leur confort de vie. Donc c'est là l'essentiel. On n'a pas parlé aussi de la contre-indication si le patient conduit une automobile. Alors oui, on n'avait absolument pas parlé de ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un recrutement limité. C'est une contre-indication voulue par le législateur. Il y a la conduite automobile pour des raisons évidentes est contre-indiquée pendant toute la durée de l'expérimentation et donc la prise de ces médicaments par nos patients, ce qui est un frein à la prescription, puisque un certain nombre de patients refusent d'arrêter de conduire. Ouais, dans une vie active. Alors, je n'ai absolument pas d'idée de ce qui va être évoqué dans les mois et années qui viennent à ce sujet. Docteur Anne-Philippe, merci beaucoup. C'était très précis et on aime ça. Merci beaucoup. Au revoir Maxime, à bientôt. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.